Par quoi peut-on commencer un processus de dotation? Quelle a été ma promesse? Je suis là pour répondre à ma promesse, pour tenir ma promesse. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vous invite à suivre cette vidéo du commencement jusqu'à la fin. Parce que à la fin, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai été berné dans un processus de recrutement. Et ce qui est important, c'est que on peut facilement vous berner si vous n'êtes pas dans la cuisine en train de préparer les dossiers, si vous êtes juste un membre et que l'on vous invite à participer dans un processus de dotation. Donc, par quoi peut-on commencer un processus de dotation? Je dois vous avouer que c'est très important de retenir ce que je vais vous dire. Un processus de dotation commence par la planification stratégique. Dès qu'on parle de planification stratégique, on voit carrément l'entreprise. Donc, l'entreprise, dépendamment que ce soit un PME, ou bien, quand on dit PME, petite et moyenne entreprise, ou bien un grand géant international, ils ont un gros dossier qu'on appelle PEP. Le PEP, c'est un plan exécution pluriannuel. PEP, plan d'exécution pluriannuel. Dans ce plan d'exécution pluriannuel peut s'étendre sur une période de 5 à 10 ans. Si c'est un PME, il se pourrait que ce soit 3 à 5 ans. Donc, de ce plan d'exécution pluriannuel, chaque année, on dégage ce que l'on appelle un POA. POA. Le POA, c'est le plan d'opération annuel. Donc, c'est ce grand dossier que l'on appelle plan d'exécution pluriannuel et qui est décomposé en plan d'opération annuel. C'est là-dedans que l'entreprise dégage ce que nous appelons planification stratégique. Donc, nous autres, les spécialistes en ressources humaines, les gestionnaires des ressources humaines, ou bien les responsables au niveau des ressources humaines, toute l'équipe de la direction des ressources humaines, pour pouvoir commencer un processus de dotation, nous devons inévitablement nous rendre dans le plan d'exécution annuel et ensuite pour dégager ce que nous appelons le plan d'opération annuel, qui est plan d'opération annuel qui est sur une année. Donc, qui comprend toutes les activités que l'entreprise compte mettre en œuvre sur une période d'une année. Aujourd'hui, je suis très, très contente. Donc, je suis sûre que vous allez avoir un travail extraordinaire, une formation extraordinaire. Et donc, c'est ça. Donc, du plan d'opération annuel, c'est-à-dire toute l'activité que l'entreprise planifie d'entreprendre au cours d'une année fiscale, c'est de là que nous autres, au niveau des ressources humaines, nous allons cueillir un petit peu d'informations pour nous planifier, pour faire ce que nous appelons la planification des ressources humaines. Pourquoi? C'est parce que dans le plan d'opération annuel, il y a une prévision qui est faite pour les ressources humaines qu'on va avoir besoin pour mettre en œuvre, pour implémenter le plan, ou bien le projet, ou bien les activités, ou bien les opérations. Donc, c'est là que l'on va regarder pour déterminer ce qu'on appelle, pour faire ce que nous appelons une prévision des besoins en ressources humaines. Donc, à partir de ce qui est prévu dans le plan d'opération annuel en termes d'activité, en termes de projet, en termes d'opération, nous allons regarder pour voir quelle devrait être la prévision des besoins en ressources humaines. Donc, en regardant la prévision des besoins, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant nous rendre à l'intérieur de l'entreprise
pour voir ce que l'on a comme ce qu'on appelle la prévision des responsabilités en ressources humaines. Où l'on peut aller pour vérifier, d'un côté, nous avons la prévision des besoins en ressources humaines, et d'un autre côté, à partir de notre planification des ressources humaines, c'est-à-dire dans le cadre de notre planification des ressources humaines, d'un côté, nous allons regarder ce que nous appelons la prévision des besoins en ressources humaines, et d'un autre côté, nous allons regarder la prévision des disponibilités en ressources humaines. Donc, pour trouver la prévision des disponibilités en ressources humaines pour mettre en œuvre l'activité de l'entreprise sur une période au moins d'une année, l'on va regarder à l'intérieur de chaque département. On va s'asseoir avec, dépendamment de la structure, de la structure organisationnelle, on va s'asseoir ou bien, il y a des structures qui ont des directions, départements, services. Il y a d'autres structures qui ont des unités et sous-unités. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous asseoir avec, par exemple, la direction des opérations. Nous allons nous asseoir avec, par exemple, le directeur de marketing. Alors, j'ai pris des exemples pour que vous puissiez être en mesure de bien comprendre comment ça se passe. Donc, pour être en mesure de faire la prévision des disponibilités en ressources humaines. Donc, pour faire cette prévision, je vais voir, par exemple, la direction de marketing. Le directeur de marketing dans notre entretien, il pourrait me dire que, Madame Naomi, pour le moment, j'ai une équipe de 10 personnes. On est en fin d'année, donc au cours de l'année, de la prochaine année fiscale, je vais avoir besoin de 14 personnes en tout. Donc maintenant, je vois déjà que des 14 personnes que le directeur de marketing aurait eu, va avoir besoin pour mettre en œuvre son activité. Il a déjà dit s'il lui manque 4. Ainsi de suite, je vais faire la même chose à la direction des opérations. Je vais faire la même chose à la direction des finances. Je vais faire la même chose à la direction de vente. Je vais faire la même chose à la direction recherche et développement. Je vais faire la même chose à la direction technologique et communication. Je vais faire la même chose à la direction générale. Je vais faire la même chose auprès du cabinet, si c'est un ministère, cabinet du ministre. Donc, à partir de ce moment, je vais créer ce qu'on appelle prévision des disponibilités en ressources humaines. Donc, maintenant, puisque je suis déjà en phase avec la prévision des besoins en ressources humaines, qui est d'un côté, et puis d'un autre côté, je vais voir les différents responsables pour dégager les prévisions des responsabilités en ressources humaines. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une comparaison entre la prévision des besoins en ressources humaines et la disponibilité en ressources humaines. Vous voyez? Je vais faire une comparaison entre la prévision des ressources humaines, la prévision, et puis je vais le comparer avec la disponibilité. Et à partir de cette comparaison, je vais dégager ce que l'on appelle l'écart. L'écart entre la disponibilité des ressources humaines et le besoin en ressources humaines. Il se pourrait que ce soit des besoins immédiats ou du moins des besoins futurs. Donc, à partir de cette différence, je vais dégager l'écart. Donc, l'écart, c'est cet écart-là que je vais chercher à combler. Il arrive des fois, dans le cadre de cette planification des ressources humaines, quand on fait l'écart, on a trouvé que la demande en ressources humaines qu'on a besoin au niveau de l'entreprise pour la prochaine année, pour le POA, dans le cadre du plan d'opération annuel, et la disponibilité des ressources humaines est égale à la même quantité.
Donc, la différence est nulle. C'est-à-dire, la demande en ressources humaines est égale à la quantité de ressources humaines disponibles. À partir de ce moment, la demande est nulle. Donc, je ne vais rien faire. Parce que si, dans le cadre de processus de planification des ressources humaines, je consulte mon plan d'exécution pluriannuel, je dégage dans mon plan d'exécution pluriannuel ce que j'ai appelé mon POA, qui est mon plan d'opération annuel. Et j'ai regardé dans le POA, je vois que on a une prévision pour cette année de, par exemple, de 50 employés. On a besoin pour un PME, par exemple. Et puis, maintenant, à partir de ce moment, je vais devoir me rendre dans les différentes structures, dans les différentes unités, dans les différents départements, ou bien dans les différentes directions, pour essayer de dégager, de voir comment la situation est, pour que je puisse développer un plan faire une planification des ressources humaines pour pouvoir doter les différentes directions départements des ressources humaines. Mais si, quand j'ai été comparer la prévision pour cette année qui va venir à la disponibilité des ressources humaines qui sont en train de travailler et que la quantité est égale, cela veut dire que je n'ai rien à faire du tout. Donc, je peux me poser sur mes oreillers. Donc, j'ai pas besoin de me casser la tête pour voir comment est-ce que je vais devoir approvisionner mon entreprise là où je suis directrice des ressources humaines en ressources humaines. Ça, c'est un cas vraiment, vraiment, vraiment rare. Le cas qui est le plus difficile, c'est quand j'ai été vérifié, quand j'ai fait la prévision des besoins en ressources humaines et la prévision des disponibilités en ressources humaines, je vois pas, j'ai un surplus. Vous imaginez, j'ai un surplus. Donc, j'ai besoin, par exemple, de 1000 employés de différents domaines, de différentes qualités pour un grand international, pour mettre en œuvre les activités de l'année. Et puis, quand j'ai été vérifié, quand j'ai fait la comparaison entre la prévision et la disponibilité, je constate que j'ai 1300 ou bien 1400. Là, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que là, on va devoir faire quelque chose, donc on va devoir compresser, on va devoir diminuer les heures de travail, on va devoir faire des mises à pied, tout ça, c'est très compliqué. Donc, dans ce cas-là, c'est très compliqué. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Mais la troisième cas de figure, c'est quand, par exemple, et que j'ai fait la comparaison entre la prévision des besoins en ressources humaines et la disponibilité des ressources humaines, je vois que pour cette période, pour cette année en cours, ou bien l'année à venir, l'année prochaine, dans le cadre de ma prévision, je vais avoir besoin de 100 ressources humaines, de compétences différentes. Et puis, quand j'ai été vérifié sur les lieux, à travers les directions, à travers les unités, à travers les départements, je constate que j'ai seulement 60. Donc, maintenant, il me manque 40. Eh bien, c'est seulement à partir de ce moment que je vais devoir lancer ma dotation ou bien lancer mon processus de recrutement. Maintenant, quand je décide de lancer le processus de recrutement, donc là, c'est pas une mince affaire. Parce que maintenant, je dois faire ce que l'on appelle l'analyse des postes. Je vais faire l'analyse des postes et dans l'analyse des postes, je vais devoir identifier un ensemble de contenus dans le cadre de l'analyse des postes afin de définir les responsabilités journalières de chacune des ressources humaines que j'aurai à recruter. Et c'est là qu'il est très dangereux, c'est l'analyse des postes qui est une phase très dangereuse. Au cours de l'analyse des postes, quand vous voyez par exemple un directeur, vous-même vous êtes responsable des ressources humaines, on peut facilement vous berner. Voilà comment est-ce qu'on peut vous berner quand vous êtes un responsable, un spécialiste en ressources humaines, une directrice des ressources humaines et que vous avez à travailler
avec un directeur de département ou bien un directeur un chef de direction ou bien un directeur en responsable d'unité pour recruter sous sa demande un nouveau employé. Généralement, c'est une obligation que tout processus de recrutement doit être sans parti pris. Mais quand vous-même, étant que responsable des ressources humaines, vous intégrez un processus de recrutement en cours de route, on pourrait vous berner. Comment? Voilà ce qui m'était arrivé et ça va vous permettre de comprendre. J'ai été consultante en ressources humaines pour une grande institution. Donc, à chaque fois que le ministère a une activité de recrutement, et j'avais pour responsabilité d'accompagner la direction des ressources humaines et puis le directeur ou bien le chef d'unité qui a besoin de la personne dans le processus de recrutement. Une fois, donc on m'a invité, donc avec l'approbation de mon supérieur hiérarchique, et le ministre m'a demandé d'accompagner le directeur dans un processus de recrutement parce que l'on veut que ce soit vraiment démocratique, qui est équitable, qui est sans faille pour que l'on puisse être sûr que la personne qu'on va embaucher est à la hauteur de ses responsabilités parce que c'était un poste de haut niveau, c'était un poste de directeur d'un projet. Donc, moi-même, je m'étais très disposée avec toute ma volonté. J'ai été rencontrer le directeur pour qu'on puisse planifier ensemble et le processus de recrutement. On a planifié, on a créé les différents outils, on a créé le questionnaire, on a créé ensemble l'examen, on a tout créé ensemble parfaitement. Donc, moi-même, j'étais tellement confortable. J'ai dit, wow, je suis en train de faire un travail extraordinaire. Franchement, vous allez vraiment rire. Quand le directeur était tellement malin, vous savez ce qu'il a fait? C'est moi qui devrais, étant donné que je suis dans le processus, non seulement j'ai préparé les questionnaires conjointement avec lui, on a préparé ensemble les examens parce qu'il y avait un test écrit. Et puis, troisièmement, on a préparé, moi-même, personnellement, j'ai été également à l'entrevue. Donc, c'est-à-dire, tout s'est déroulé sous mes yeux. Et ce qui est le plus intéressant encore, la finalisation, le traitement des dossiers m'a été confié. C'est-à-dire, puisque tous les membres du panel ont terminé déjà à noter tous les participants, qui étaient au nombre quand même de 20, autour de 20 à 25. Donc, on m'a confié tous les dossiers. Moi-même, je devrais m'asseoir derrière mon laptop pour finaliser le processus et publier le résultat. Donc, moi-même, pour moi, j'étais en train de faire quelque chose vraiment correct, vraiment bon. Eh bien, vous savez ce qui était arrivé? Le directeur m'a piégé depuis dans l'appel à candidature. Il avait son bon ami qu'il a invité dans le processus. Donc, tous les travaux qu'on avait faits, c'était le reflet du CV de son ami. L'entrevue, c'était le reflet du CV de son ami. Les exigences du poste étaient le reflet du CV de son ami. Tout ce qui devrait passer dans le processus de recrutement, le directeur a utilisé le CV de son ami pour monter tout le dossier. C'est pour cela que je vous ai dit que dans le processus de recrutement, l'analyse des postes est quelque chose de très, très, très important. Donc, il faudrait éviter à tout prix de vous faire berner, vous qui êtes un responsable des ressources humaines, vous qui êtes un postulant pour un poste, il faut vous rassurer que dans ce processus-là, on ne vous a pas berné et que tout a été fait de manière équitable. Donc, quand j'ai pu découvrir que il y avait de la fraude, il était trop tard.
il était vraiment trop tard. Donc, le résultat était déjà publié. On avait déjà installé le directeur de projet en poste. C'est à partir de ce moment que j'avais su que le processus a été truqué. Donc, dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler comment est-ce que l'analyse des postes doit être faite afin d'éviter d'être berné dans un processus de recrutement. Merci, merci, merci.